La flore. Cette section nous présente un répertoire de plantes qui sont toujours reconnues dans la communauté d'Unamen-Shipu, comme des plantes aux propriétés médicinales. Nous en avons sélectionné quelques-unes afin de permettre à la future génération de préserver cet héritage acquis depuis fort longtemps. La documentation, qui a permis aux étudiants l'identification des végétaux, est recensée à la fin du recueil. En novembre 2005, un atelier de sensibilisation aux propriétés médicinales de certaines plantes d'Unamen-Shipu a donné l'occasion aux élèves du secondaire de l'école Olamen de partager certaines connaissances qu'ont les aînés de la communauté. Ce fut une visite remarquable. Les jeunes du secondaire 3 et les aînés ont pu échanger leurs connaissances dans le cadre d'un cours d'approche de la réforme en biologie et arts plastiques. En équipe de 2, chacun devait faire une recherche sur une plante d'Unamen-Shipu. Il devait trouver son nom en français et en montagnais, la décrire et surtout trouver les propriétés, qualités, médicinales de cette plante à l'aide de livres et d'Internet. Il fallait tout particulièrement rechercher des informations dans la communauté. Ceci a su créer un rapprochement entre les jeunes et les aînés afin que se fasse la transmission du savoir intergénérationnel. L'appel a été entendu par le service de santé qui s'est joint à nous pour faire de cette activité une journée de rapprochement de l'école Olamen. L'événement s'est déroulé à l'Atrium, café étudiant, de l'école où il est possible pour la population d'admirer une exposition de photos de plantes. Cette exposition a été réalisée par Marc Tremblay, enseignant en arts plastiques, et il est d'ailleurs l'instigateur de cette activité. Cet atelier a permis à la communauté d'Unamen-Shipu de se familiariser avec les plantes les plus usuelles. Le regroupement de l'ensemble des informations nous a donné la chance de concevoir ce cahier sur les plantes médicinales reconnues par les aînés. Toutefois, les renseignements reliés aux applications médicinales proviennent d'une recherche collective effectuée par les élèves de l'école Olamen. Plusieurs sites Internet et livres spécialisés traitant des propriétés médicinales des plantes sont libres d'accès. Certaines applications particulières à la communauté d'Unamen-Shipu seront inscrites uniquement en langue innu afin qu'elles demeurent des applications locales. Cette section est une reconnaissance du savoir d'autrefois, mais aussi une manière efficace de transmettre le savoir des aînés à la nouvelle génération. RL Vigne d'Ida. J'ai fait des confitures avec ces petits fruits pour les donner à ma grand-mère. J'ai utilisé une grande casserole pour les faire cuire une vingtaine de minutes. Puis, en y ajoutant un peu de sucre, cela a donné beaucoup de goût. Ma grand-mère en a été très heureuse. Petit arbuste rampant qui forme un tapis très dense. Les feuilles sont arrondies au sommet, épaisses, vertes et luisantes. On la retrouve généralement dans un milieu sec, sablonneux, sur les falaises et à l'intérieur de la forêt. C'est un fruit qui pousse sur la basse côte nord en abondance, on en retrouve également en Alaska et à Terre-Neuve. On fait avec les feuilles de l'RL Vigne d'Ida une tisane qui constitue un excellent tonique. On soutient que cette tisane peut éliminer certaines toxines du sang et combattre certaines maladies du foie. On prétend aussi qu'une infusion aide à prévenir l'apparition de calculs rénaux. Elle soulage apparemment les symptômes de la diarrhée. L'RL Vigne d'Ida est une excellente source de vitamine C et de vitamine A. Les fruits, d'abord insipides, deviennent un peu acides après quelques gelées. Aulne natif. Dans ma famille, mon père recueille l'écorce de l'aulne. Avec cette écorce, il la fait bouillir dans une casserole et lorsque l'eau est refroidie, il pourra enfin la boire. Cette eau le soulage contre les maux de gorge. Quand je lui demande s'il va mieux, il me répond oui. Arbuste formant de grandes colonies, ramifiées dès la base. Il a une écorce lisse, noire, ornée de lenticelles beige. Ses cocottes persistent tout l'hiver. Ils sont à la base de l'alimentation du ciserin flammé. Les feuilles sont épaisses, plissées, vert foncé doublement dentées. C'est le long des cours d'eau, des fossés, des tourbières et des marécages qu'on le retrouve en plus grand nombre. On utilise les feuilles fraîches pour les appliquer sur les infections. L'écorce ou les feuilles utilisées en tisane produit un excellent gargarisme contre les maux de gorge et de bouche. Cette même tisane sert également de tonique et un remède contre la fièvre. Le mal de gorge, l'angine, les ulcérations de la bouche seront aussi traités avec cette tisane. Utilisée à forte concentration, elle agira comme vomitif. Durant l'hiver, pour des personnes égarées en forêt, l'aulne natif servira de nourriture d'urgence. Très fibreuse avec un goût amer, l'écorce interne bouillie donnera une soupe de couleur orangée. Bleuet.
C'est à l'automne, durant les après-midi, que les aînés s'en vont faire la cueillette des bleuets. Nos grands-mères aiment faire des confitures et des tartes. Elles font aussi des muffins et des gâteaux, c'est ce que je préfère. C'est un petit arbrisseau d'environ 30 cm de hauteur. On le remarque en premier au printemps par ses petites fleurs roses en forme de cloche. Le fruit est une baie bleue tirant vers le violet. Ses feuilles sont légèrement dentelées sur le pourtour, elles sont d'un vert clair et brillant. C'est un arbrisseau qui aime les terres acides et humides, on le retrouve donc sur de grandes étendues près des forêts de feuillus et des marais. Il émerge facilement des forêts dévastées par les feux. Les feuilles et les fruits du bleuet ont la réputation de soulager la diarrhée et apaiser les infections urinaires. Une infusion de ces racines permettrait de contrôler le diabète, quoique les effets sont relativement faibles et elle ne pourrait pas remplacer un traitement médical recommandé par un médecin. Elle atténue toutefois les troubles qui accompagnent cette maladie, rétinite et le angiopathie. Elle augmente également la résistance des capillaires sanguins, sous forme liquide, on fait bouillir 5 à 10 minutes et on infuse 10 minutes des feuilles ou racines dans un grand récipient. On peut boire 1 litre de cette infusion à chaque jour. Cette même eau peut servir à imbiber un tissu qu'on peut utiliser comme compresse sur des plaies pour accélérer la cicatrisation. Cette boisson serait également apaisante pour les femmes souffrant de crampes menstruelles. Les Inuits utilisent les baies pour un grand nombre de recettes. Bouleau blanc. Je sais qu'autrefois nous utilisions beaucoup le bouleau dans la fabrication des objets. Aujourd'hui encore, nous l'employons pour fabriquer des raquettes, mais aussi pour nous soigner. Chez nous, nous nous servons du bouleau pour nous chauffer et pour faire un bon feu. Le bouleau blanc peut atteindre une hauteur de 30 mètres et vivre facilement 200 ans dans les meilleures conditions. Son écorce fine qui le caractérise si bien a été utilisée pour de multiples applications. Il suffit de penser au fameux canot d'écorce qui est indéniablement une œuvre d'art. Du bouleau s'écoule de la sève et il est possible de fabriquer un sirop sucré. C'est au printemps, lorsque le bouleau coule, que certaines communautés utilisent cette eau lors d'une cure pour nettoyer le sang et les reins. Pendant une dizaine de jours, on boit cette eau à raison d'un verre, 2 fois par jour. Les feuilles fraîches de bouleau sont broyées et disposées en cataplasme pour soigner les brûlures ou les mauvaises plaies. L'écorce elle-même peut servir de pansement ou d'un bandeau qui placé autour de la tête soignera les migraines. Il est bon de noter que l'acide salicylique présent dans la plante est l'ingrédient à la base de l'aspirine. Les cendres du bouleau blanc sont utilisées pour soigner la gale. En faisant bouillir de l'écorce dans l'eau, on fabrique un onguent qui traite les problèmes de peau comme l'eczéma. La sève du bouleau blanc est également reconnue comme laxatif et diurétique. Genévrier. Ce n'est pas un arbre très grand, il pousse près du sol. Je reconnais cet arbre facilement, mais j'ignorais comment les aînés l'utilisaient. À l'école, j'ai lu un livre qui se trouve dans notre bibliothèque et j'ai appris beaucoup de choses à son sujet. C'est important de se dire entre nous comment on utilise les plantes afin que nous puissions nous transmettre nos connaissances. Voici un autre petit arbuste commun sur notre territoire. C'est le genévrier. Il atteint rarement une taille imposante. Ses aiguilles courtes, rigides et persistantes ont une couleur gris-vert. En mai, après la chute de ses petites fleurs, jaune verdâtre, apparaît des petites baies bleues qui mettent 3 ans à mûrir. Elles possèdent un goût aromatique et sucré. Ses fruits et ses feuilles contiennent une huile essentielle renfermant plusieurs propriétés. On lui reconnaît celle d'être antiseptique, diurétique et antirhumatismal. Après avoir fait sécher les branches, les feuilles et les baies séchées, on les utilise comme de l'encens. On peut désinfecter une pièce ou neutraliser des maladies contagieuses. En laissant macérer les branches toute une nuit, on obtient une boisson antiseptique pour les reins et la vessie. Mâcher les baies est une autre façon de se prévaloir de ses bonnes propriétés. Elle soigne les infections rénales, les rhumatismes et les problèmes d'estomac. Les dons du Groenland. Chez notre famille, c'est mon grand-père qui va cueillir le thé des Inuits. Lorsqu'il revient à la maison, il se fait souvent un thé. Il aime beaucoup boire ce thé, il le détend et parfois le soulage contre les fatigues de la journée. Moi, je suis encore trop jeune pour en boire, mais quand je serai grande, je vais faire comme lui. Voici un petit arbuste de taille moyenne bien connu de la Basse-Côte-Nord. Il est facilement reconnaissable au printemps par ses boules de fleurs blanches et ses feuilles vertes feutrées retombantes. C'est un arbuste qui couvre parfois de grandes étendues.
Ce petit buisson affectionne les tourbières et les sites où l'on trouve de l'épinette noire en grand nombre. Certaines communautés autochtones utilisent les feuilles en tisane pendant quelques mois avant l'accouchement. Cette même tisane, ou feuille réduite en poudre, contribue à apaiser un mal de tête. Ces feuilles mâchées appliquées sur une plaie facilitent sa cicatrisation. On l'emploie aussi comme parasiticide contre les poux et autres maladies de la peau. Le laidon du Groenland demeure un des thés les plus appréciés chez les amants de la nature. Fraîches ou séchées, les feuilles et les fleurs s'utilisent en infusion. On infuse pendant 5 à 10 minutes afin d'obtenir une douce tisane de couleur jaunâtre. Ne pas laisser mijoter trop longtemps, une cuisson trop longue peut la rendre indigeste. Une tasse par jour suffit. Mélèze laricin. Selon moi, le mélèze est l'arbre qui devient beau à l'automne. Je dis ça parce que j'aime ses couleurs. Une fois l'automne bien avancé, les aiguilles de l'arbre couvrent le sol et cela annonce le début de l'hiver. Je sais que nos aînés utilisent certaines de ces parties pour se soigner, mais ils ne sont pas nombreux. Autrefois, les jeunes savaient aussi comment les utiliser mais, aujourd'hui, nous avons tellement d'activités à pratiquer que nous posons beaucoup moins de questions. C'est un arbre majestueux qui se dépouille de ses feuilles avant l'hiver. On le retrouve sur un territoire très vaste et il côtoie les habitats les plus variés. Il n'aime pas vivre à l'ombre des autres arbres, ce qui le pousse probablement à s'établir dans nos grandes tourbières. C'est un arbre qui nous offre à chaque automne un spectacle de couleurs les plus variées. Il est diurétique, dépuratif, analgésique et anti-inflammatoire. Une incision dans le tronc permettra à la sève de s'écouler, on la conservera dans un petit pot pour l'utiliser ultérieurement contre de mauvaises coupures. Une fois séchés en petites boules, on les emploie pour soigner une vilaine toux, une maladie de peau ou une infection urinaire. Les aiguilles cueillies au printemps, riches en vitamines, s'utilisent en tisane à raison d'une cuillerée à thé par tasse plusieurs fois par jour. Blackbière, chicoutée. Ici, à Unamenshipu, on ne chasse pas la chicoutée, on la cueille. C'est surtout les aînés qui la ramassent, mais certains jeunes comme moi le font aussi. Dans notre famille, nous utilisons la chicoutée de plusieurs manières. Ma tante fait des tartes, moi, je les aime en confiture. Voici un petit arbuste qui ne s'élève qu'à environ 12 cm. Il forme de jolis tapis orangés dans nos tourbières. Au printemps, on remarque sa petite fleur blanche entourée par 2 ou 3 feuilles légèrement dentelées. Très connue sur la côte nord, elle est avant tout un petit fruit savoureux servant à la confection de nombreux desserts, bien qu'aujourd'hui, plusieurs autres applications lui sont dévolues. Elle peut servir à la fabrication d'une bière. Ici nous l'appelons chicoutée, qui veut dire feu en langue inou à cause de la couleur incendiaire de son fruit. On utilise les feuilles, racines et fruits. On la considère bonne pour soulager la diarrhée, mal de gorge, ramollissement des gencives. En usage externe, on peut l'employer comme antiseptique sur les plaies rebelles. Pour une diarrhée légère, une infusion de quelques feuilles séchées pour une tasse d'eau bouillante est suffisante. Laisser reposer 10 minutes. Prendre quelques tasses par jour. Les fruits sont consommés depuis toujours, notamment par les Inuits, qui en récoltent toujours de très grandes quantités. On en fait des conserves pour l'hiver, ou on les apprête en confiture. Les pétales sont comestibles et peuvent être ajoutés à des salades de légumes. Les feuilles peuvent être infusées et utilisées comme thé. Il suffit de les faire sécher à l'air libre dans un endroit sec. On peut aussi s'en servir pour fumer du poisson et de la viande. Sapin baumier. Dans ma famille, on fait bouillir les branches de sapin dans un gros chaudron. Les vapeurs sont bonnes pour soigner la toux, la fièvre et le mal de gorge. C'est une façon traditionnelle et naturelle qui nous aide à guérir. Les aînés utilisent beaucoup le sapin dans diverses situations. Ils l'utilisent pour se guérir et ils en font des provisions pour se soigner dans le futur. Moi, j'ai déjà essayé ce médicament. Ce n'est peut-être pas très bon, mais cela permet de guérir assez rapidement. Voici un de nos arbres les plus majestueux. Il peut atteindre plus de 20 mètres de hauteur. Son tronc possède une écorce lisse, grisâtre recouverte de vésicules résineuses qui le caractérisent bien. Le sapin baumier est un symbole d'éternité. Majestueux, il est associé à la fête de Noël depuis longtemps. On traite les inflammations des reins, des voies urinaires et des poumons ainsi que les brûlures, toux et irritations des muqueuses. Une infusion de sapinage utilisée en compresse demeure encore aujourd'hui un bon expectorant.
Un bain de sapinage apporte même des effets bienfaisants pour les spasmes musculaires. On utilise aussi de la gomme et de l'écorce pour combattre certaines affections des voies urinaires et l'inflammation de la vessie. Elle peut également s'utiliser sur des blessures et en cataplasme sur des brûlures. On peut consommer l'écorce intérieure du sapin pour ses propriétés bienfaisantes. Sarracénie pourpre. Lorsque je marche dans la plaine derrière chez moi, il m'arrive de voir cette drôle de plante. Pour ma grand-mère, cette plante lui est très familière. Elle sait que certaines personnes de la communauté l'utilisent pour se soigner. Les propriétés de cette plante sont connues depuis longtemps par les Inuits. Cependant, je ne les connais pas. Voici une petite plante vivace qui croît en touffes isolées. Elle se nourrit d'insectes. La forme caractéristique de sa rosette attire assurément l'attention. À ce cornet s'ajoute une fleur rouge foncée au bout d'une longue tige rigide. Dans le cornet, on y retrouve un liquide clair, responsable de la décomposition des insectes, des aventureux qui s'y engouffrent. Le phénomène de décomposition s'accentue lorsque d'autres insectes pris au piège se débattent, brisant ainsi ce qui restait des premiers malchanceux. Les Amérindiens utilisent une forte infusion de racines de sarracénie pourpre pour soigner la varicelle et les plaies suppurantes. Sphaigne brune. J'ai souvent vu ma grand-mère ramasser cette mousse. Je lui ai déjà demandé ce qu'elle faisait avec celle-ci. Elle m'a répondu que sa mère lui avait expliqué de quelle façon nous pouvions utiliser cette mousse pour nous soigner. Herbacée vivace tapissant nos tourbières. Elle peut atteindre une hauteur impressionnante. Sa décomposition très lente forme un tapis sur quoi la nouvelle mousse se fixe, atteignant ainsi plusieurs mètres d'épaisseur. Il devient un tapis très dense qui se gorge d'eau facilement, sauf par temps de sécheresse. Sa couleur brune teintée de vert au sommet fait des buttes sèches par rapport au reste de la tourbière. Il y a plus d'une trentaine d'autres espèces de sphaigne au Québec. Beaucoup de communautés amérindiennes utilisent la mousse à plusieurs fins. Sa grande capacité à absorber les liquides ainsi que sa grande acidité assure une certaine stérilité. Elle est aujourd'hui une composante des serviettes sanitaires. On s'en sert toujours pour fabriquer de bons pansements. Bernache du Canada. Vers la fin d'avril et au début de mai, les hommes partent dans la forêt pour aller chasser l'outarde. Souvent, ils partent en motoneige et ils reviennent en chaloupe. Quand l'hiver arrive, les outardes s'en vont dans le sud en formant un V. Ils reviennent seulement au printemps. C'est toujours merveilleux pour moi de les entendre passer au-dessus d'Unamenshipu. La bernache du Canada est la mieux connue des oies du Nord-Est. Elle a fière allure avec sa tache blanche qui lui cerne le menton et les joues. Son long cou noir et sa poitrine pâle lui donnent beaucoup de grâce. Elle a un régime essentiellement végétal. Opportuniste, elle consomme durant ses voyages le grain laissé dans les champs des cultivateurs. Lorsque vient le temps de faire son nid, une dépression lui suffira. Le nid sera placé sur de petites îles, monticules, et parfois même sur un arbre. Elle y pondra généralement entre 4 et 6 œufs. La femelle les couvra seule durant 25 jours environ. Les petits quitteront le nid très tôt et suivront les parents. Après 60 jours, ils voleront mais ne quitteront définitivement leurs parents qu'après 1 an. Durant ces migrations, la bernache du Canada s'alimente dans les champs inondés, dans les marais, sur les battures ainsi que dans les tourbières. Buccin commun du Nord. Dans ma famille, il y a seulement ma mère qui mange ce petit coquillage. Pour ma part, je n'en ai jamais mangé. Ma mère dit que c'est très bon et que je devrais y goûter. Lorsque je vais sur la mer, je vois surtout les aînés en ramasser, ils les trouvent dans les cages à homards. D'autres les attrapent à la marée basse. Voici un autre mollusque de la famille des gastéropodes. Le buccin commun est fort apprécié des gourmets. Il est récolté la plupart du temps à marée basse, sur batture à la main ou avec des perches. Dans la mer, le buccin se nourrit de chair vivante ou morte. Avec force, il réussit à percer les autres coquillages pour aller chercher l'animal qui s'y est réfugié. Sa coquille vide se retrouve souvent sur les berges et elle est souvent utilisée par d'autres crustacés. Sur les plages, il est fréquent de trouver une agglomération de capsules ovales transparentes. Ce sont les pontes du buccin. Son habitat se situe généralement dans l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent. Caribou des bois. Le caribou, on le retrouve surtout aux alentours du Labrador, et c'est là-bas que les hommes vont pour le chasser. Cependant, ici, à Unamenshipu,
on peut apercevoir 3 ou 4 caribous par année. Au retour de la chasse, les chasseurs reviennent avec une vingtaine de caribous. Les femmes ont la tâche de préparer la peau. Après avoir fait tout cela, nous conservons quelques pièces de viande que nous mettons au congélateur pour l'été et, le reste, nous le partageons avec les autres familles. Au Canada, on retrouve 5 types de caribous. Le caribou des bois est le plus commun et est celui qu'on observe dans l'est du Canada. Généralement brun, il a du poil blanc sur la gorge, le cou et la croupe. La plupart des mâles perdent leur bois en janvier. Les femelles, elles, ne les perdent qu'en mai ou juin, après avoir mis bas. Le caribou est un animal qui vit en groupe. On compte de 10 à 50 individus par troupeau. À certains moments de la saison, ils peuvent se réunir pour former des hardes de plusieurs centaines de bêtes. Castor du Canada. Souvent, les hommes s'en vont à la chasse au castor. Une fois le castor capturé, nous lui enlevons la peau pour la faire sécher sur un cerceau de branches. Nous faisons bouillir le castor et, après, nous pouvons le manger. Ce sont surtout les grands-mères qui s'occupent de préparer le castor et sa peau, et de la cuisson. Dans ma famille, c'est mon père qui mange le castor, le reste de ma famille n'aime pas vraiment ça. Facilement identifiable, le castor a un pelage foncé et une grande queue aplatie taillée comme un aviron. C'est un animal que l'on trouve partout au Canada, il est même sur notre 5 sous. Il a bien mérité sa réputation de grand travailleur puisqu'il passe sa vie à construire des barrages et des huttes. Le mâle adulte est sensiblement de la même taille que la femelle soit de 35 kg. Le castor est un grand ingénieur forestier, il contrôle les niveaux des rivières en construisant des barrages. Il utilise tout simplement des troncs, branches et de la vase pour ses constructions. C'est autour de ces nappes d'eau qu'il se crée de toutes pièces, qu'il érige sa maison à l'allure d'une hutte. Cette hutte lui servira d'abri pour élever sa famille et subvenir à ses besoins. Tout autour de cet étang se développera une vie animale très élaborée. Le castor contribue à l'équilibre de la nature. Une famille de castors occupe un territoire d'une superficie d'environ 6 km². Il est sociable. 2 familles peuvent cohabiter sur un même cours d'eau. Éperlan d'arc-en-ciel. L'éperlan est un poisson que nous retrouvons surtout l'hiver. Les gens s'en vont à la pêche et ils rapportent une vingtaine d'éperlans à chaque occasion. Cependant, quand ils en pêchent de très petits, ils les découpent et les utilisent comme appât pour en capturer de plus gros. Une fois la pêche terminée, les gens se partagent leur prise. Ils en donnent quelques-uns à leur famille et le reste, ils le gardent pour eux. Cette activité se pratique surtout au mois de janvier et jusqu'au départ des glaces en avril. À Unamens-Chippewa, nous avons le festival de l'éperlan. Durant la journée, il y a des concours pour la plus grosse prise. La personne qui la capture gagne souvent un prix. Petit poisson fort populaire durant la période hivernale. Son corps allongé et mince ainsi que sa couleur argentée le caractérise. Il fait le délice de bien des pêcheurs. Ne mesurant pas plus de 20 cm, malgré que certains peuvent atteindre 35 cm, les éperlans vivent en eau douce. Le frai se fait généralement en mai ou juin. La population d'éperlans qui vivent en eau douce remonte certaines rivières et voisine certains lacs, estuaires ou régions côtières. Sa nourriture se compose d'une variété d'organismes comme des crustacés, des vers, des insectes et des invertébrés. Homard. C'est au mois de juin que le homard est populaire à Unamens-Chippewa. Pour le pêcher, nous partons en chaloupe et nous cherchons un bon endroit pour l'attraper. C'est dans les pierres qu'il se cache. Les hommes utilisent un bâton pour frapper les pierres et, à l'aide d'une perche à laquelle il y a un filet, nous le capturons. Les femmes aident leurs maris à pêcher en observant les fonds marins et, parfois, en utilisant le bâton, elles frappent sur les pierres pour faire sortir le homard de sa cachette. C'est l'un des plus gros crustacés qui sillonnent encore nos eaux froides. Il est équipé de grosses pinces qui lui servent à broyer et déchiqueter ses proies. Coloré de bleu, d'orangé en passant par le vert, le homard fait le délice de bien des individus. Sa croissance est plutôt lente. Les homards de 2 livres ont en moyenne 4 ans. Mais certains spécimens capturés mesuraient jusqu'à 1 mètre et leur poids pouvait atteindre 209 kg. Sa valeur commerciale peut mettre sa survie en danger car cela encourage la surpêche. Sa présence est fortement recherchée dans l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent de la Basse-Côte-Nord.
Lièvre d'Amérique. Mon grand-père chasse le lièvre pour se nourrir. Pour ma part, j'ai déjà posé des pièges pour en capturer. Une fois, lors d'un carnaval, je suis allé poser des pièges avec mon grand-père. C'était une compétition. Nous n'avons pas gagné, mais nous avons eu beaucoup de plaisir à y participer. Le lièvre d'Amérique se retrouve partout au Canada, à l'exception de la toundra. Son pelage est brun-gris en été et devient blanc en hiver. Ses larges pattes lui permettent de se déplacer facilement dans la neige pour lui éviter de devenir une proie facile. Durant l'été, il broute une panoplie de plantes vertes. L'hiver venu, il se nourrit de bourgeons, d'écorces et d'une grande variété d'arbres. De mai à septembre, il a 3 à 4 portées d'1 à 8 petits. Sa gestation est d'une durée d'environ 36 jours. Ce n'est pas rare de remarquer des petits levreaux laissés à eux-mêmes, mais nous ne devrions pas nous en inquiéter, car la mère les retrouve facilement pour les allaiter. Le lièvre d'Amérique vit rarement plus de 5 ans en milieu naturel. C'est un animal diurne, actif durant toute l'année. Il a beaucoup de prédateurs, et les pièges de l'homme se rajoutent à ceux-ci. Nous l'observons dans divers habitats, là où on trouve des conifères, broussailles et sur le bord des cours d'eau. Loutre de rivière. Lors d'un voyage de chasse l'automne dernier, j'ai vu mon père tuer une loutre. Bien préparée, la peau de la loutre peut rapporter beaucoup d'argent. J'ai aussi un ami qui a la même chance. La loutre de rivière est très présente au Canada. Elle est recouverte d'une fourrure brune foncée. Elle a un corps allongé muni d'une queue étroite. Ses petites oreilles arrondies et ses moustaches blanchâtres lui donnent un air espiègle. C'est dans les lacs, les rivières et certaines baies maritimes qu'on la retrouve. Opportuniste, la loutre de rivière peut nicher dans une hutte de castor abandonnée ou se creuser un terrier qu'elle tapissera d'herbes et de feuilles. Toute l'année, elle restera active et chassera surtout la nuit. Sa longévité est d'environ 10 ans. C'est au bord des lacs, des rivières, des marais et de certaines baies maritimes qu'elle habitera toute sa vie. Macareux moine. Dans ma famille, nous n'avons jamais mangé de macareux. Je crois qu'il n'est pas autorisé de le chasser, mais je ne suis pas certain. Nous pouvons toutefois aller les voir dans les îles, là où ils habitent pour l'été. Son gros bec coloré, son plumage noir et blanc et ses petites pattes orange vif le font ressembler à un petit pingouin. En vol, il bat des ailes rapidement. Le dessous de ses ailes est foncé. Il se nourrit de poissons qu'il capture sous la surface de l'eau. Il y plonge à vive allure. Les lançons et le caplan sont ses proies principales. C'est au fond d'un terrier qu'il aménage son nid. Il le creuse lui-même ou encore, il trouve refuge à l'abri dans un éboulis de roches. La femelle pond un seul œuf et ce sont les 2 parents qui le couvent pendant une période de 39 à 49 jours. Après l'éclosion, le petit demeure au nid une trentaine de jours au cours desquels, le mâle et la femelle le nourrissent. Ensuite, il s'envole et gagne la mer. Il niche en colonie sur des îles ou dans les falaises de la côte. Durant l'hiver, on le retrouve surtout en pleine mer. Martre d'Amérique. Mon père va régulièrement à la chasse. Nous capturons la martre avec des pièges en bois. Une belle peau de cet animal peut se vendre très cher. Pour ma part, je trouve que c'est une jolie petite bête. La martre d'Amérique était présente partout à l'est du Canada. Aujourd'hui il est rare d'en apercevoir sur l'île du Prince-Édouard, à Terre-Neuve et en Nouvelle-Écosse. Petite mais agile, elle pèse environ 1500 grammes et mesure environ 675 mm. Son pelage varie du brun foncé au jaune pâle. On la reconnaît à sa gorge orangée. Sa queue est plus touffue que celle du vison. Elle fréquente les forêts de conifères et les forêts de feuillus. Toute l'année elle gîte dans une cavité du sol où elle s'occupera de ses petits. C'est en juillet qu'elle s'accouple et donne naissance à une portée, une fois par année, d'1 à 5 petits. C'est en mars que les petits verront le jour. Elle se nourrit surtout de petits mammifères, souris, lièvres d'Amérique, crustacés et insectes. La martre mène généralement une vie solitaire. Elle est active toute l'année. Dans les meilleures conditions, elle peut vivre de 6 à 10 ans. C'est une espèce qui est considérée comme menacée, mais dans les tels est toutefois encore commune. Orignal. Mon grand-père chasse toujours l'orignal. Il aime en manger, mais il préfère le caribou. À chaque automne, mon grand-père chasse l'orignal.
Moi, je ne mange pas de viande d'orignal. Toutefois, mon grand-père dit que j'apprécierais sa viande si j'osais y goûter. L'orignal a le dos brun foncé, presque noir et le ventre brun. L'intérieur de ses pattes passe du gris au beige. Ses pattes, qui sont très longues, lui donnent une allure gracieuse. Il a une bosse sur les épaules et une petite barbichette au menton. C'est un animal majestueux qui fréquente les forêts de conifères et de feuillus. Il aime se tenir près des marécages et des rivières. Durant l'hiver, les orignaux se regroupent en petits groupes de 2 à 8 individus dans certains secteurs, ravages, où il y a moins de neige et où il y a suffisamment de branches et d'écorces à brouter. En été, la nourriture ne manque pas, plantes aquatiques et feuillages font son bonheur. Dans les meilleures conditions, l'orignal peut vivre jusqu'à 20 ans. Ours noir. L'ours noir, je le connais bien. À l'été 2003, je marchais dans les boisés près du village lorsque je suis arrivé face à face avec un ours. Il s'est levé sur ses pattes arrière et m'a fait bien peur. Parfois, il arrive à mon grand-père de tuer cet animal. Nous ne mangeons pas souvent de l'ours. Je sais cependant qu'une belle peau peut rapporter beaucoup. On retrouve l'ours noir dans toutes les régions du Canada. Il est généralement tout noir mais aborde souvent une tache blanche sur la poitrine. À l'arrivée du printemps, l'ours va se nourrir d'une multitude de plantes, de petits mammifères et de charognes. Il lui arrive de manger du poisson et il ne dédaigne pas non plus les fruits sauvages. La vie d'un ours noir peut durer entre 10 à 15 ans, par contre, en captivité il peut vivre jusqu'à 25 ans. Il a l'habitude de fréquenter les forêts de feuillus et de conifères ainsi que les terres brûlées. Il s'approche à l'occasion des habitations humaines. Son territoire est d'environ 60 à 175 km². Porc-épic d'Amérique. C'est mon grand-père qui le chasse le plus régulièrement. Il va à la chasse avec mon chien, car c'est lui qui découvre le porc-épic. Lorsque celui-ci a peur, il monte dans les arbres, c'est à ce moment que nous pouvons le tuer. Chez nous, nous en mangeons souvent. Le porc-épic d'Amérique est présent partout au Canada. Il est presque entièrement noir à l'exception de quelques piquants qui le recouvrent, qui eux, sont blanc crème. Il fréquente les forêts de feuillus et de conifères. Durant les jours d'été, il se réfugie dans la cime des arbres pour dormir. À l'hiver, il se cherche une dépression, un trou au pied d'un arbre ou un amoncellement de roches pour se loger. Son régime alimentaire est essentiellement constitué de feuilles, de tiges d'arbustes et de plantes aquatiques. C'est une bête solitaire qui ne partage pas son territoire facilement. Cependant à l'hiver, il arrive que quelques individus partagent la même tanière. À la période du rut, à l'automne, mâles et femelles se retrouvent. Le porc-épic d'Amérique, lorsqu'il vit dans les meilleures conditions, peut vivre entre 5 et 7 ans. Poulamon atlantique. Le poulamon atlantique d'Unamén Chippu est populaire chez nos aînés. Nous le pêchons un peu partout aux alentours de notre village. Lorsque nous le cuisons, il dégage une odeur qui reste collée à nos vêtements, et ça dure longtemps. Je n'aime pas y goûter. Ce petit poisson a un corps plutôt allongé et presque rond. La partie supérieure de son corps est aplatie vers l'arrière. Il est fort apprécié de nos pêcheurs l'hiver. Petit, il ne mesure pas plus de 15 à 20 cm, mais il peut parfois atteindre 45 cm. La caractéristique qui le distingue des autres poissons d'eau douce est la présence d'une troisième nageoire dorsale. Il a, comme la lotte, une petite barbiche au menton. Ses nageoires pelviennes se terminent par un long filament et ses écailles sont minuscules. D'une couleur variant du brun au brun olive avec des teintes de jaune ou de vert, il ne passe pas inaperçu. C'est durant l'hiver, lors du frais, que les adultes remontent nos rivières. Le poulamon atlantique est un poisson d'eau douce qui nage dans nos eaux marines côtières peu profondes. C'est lors de la période de reproduction qu'il circule dans nos rivières d'eau douce. Au lac Saint-Jean, il vit cependant en eau douce.